Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Un Français champion du monde de cyclisme, ce sera peut-être pour demain avec Hinault, Thévenet ou pourquoi pas Poulidor et ses 41 ans. Attendons en tous les cas la journée de demain pour y fixer. Mais dès ce soir, les fanatiques de la bicyclette peuvent déjà sabler le champagne. Le drapeau tricolore est monté en haut du mât et la Marseillaise a retenti aujourd'hui, il y a quelques heures à Caracas. Dans l'épreuve féminine sur route, c'est en effet une Française qui l'a emportée. Elle s'appelle Josiane Bost et elle a tout juste 21 ans. Bien entendu, nous n'avons pas encore d'image de ce championnat du monde qui s'est disputé, je vous le disais, il y a quelques heures seulement, à l'autre bout du monde presque, au Venezuela. Mais nous pouvons tout de même vous présenter ce soir cette jeune Française qui pourra désormais porter le maillot arc-en-ciel. Jean-Paul Olivier l'avait en effet rencontrée il y a 2 ans déjà et elle était dans une sélection française. C'était à Buja en 1975. Josiane Bost avait alors 19 ans. La Bourguignonne se trouvait dans l'ombre de Geneviève Gambillon, 2 fois championne du monde. Cette année, championne de France de poursuite, elle s'est aussi affirmée sur la route, comme le prouve ce titre de championne du monde qu'elle vient d'acquérir de haute lutte en s'échappant à 2 tours de l'arrivée, résistant au retour de ses rivales et terminant avec 1 minute 48 secondes d'avance sur l'américaine Carpenter. Voici à droite, dans quelques instants, la nouvelle championne du monde, Josiane Bost. À ses côtés, Geneviève Gambillon. Moi, je suis venue au vélo par mes parents et par mon frère. Tous les dimanches, on allait en course et ça me plaisait beaucoup. Et dès que j'ai eu 14 ans, là, je te prends une licence. J'ai signé ma première licence à 14 ans. Vous avez 20 ans aujourd'hui, ça fait 6 ans que vous faites de la compétition. Oui, ça va faire la 7e année. Parce que depuis l'année de 14 ans à maintenant, ça fait 7 ans. J'étais 7 fois championne de Bourgogne. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme autre résultat? Alors, 7 fois championne de Bourgogne, 3 titres de vice-championne de France, 2 places de 3e et 1 place de 4e. Et j'ai participé 5 fois au championnat du monde depuis 72. Alors, j'ai fait 24e, 12e, 17e, 8e et 12e. Votre drame, c'est que sur le plan national, vous avez été un peu barré par une jeune fille qui s'appelait Geneviève Gambillon. Oui, oui. Parce que faire 3 fois 2e, ça fait mal au cœur. Tout le temps de monter sur la 2e marche. Mais j'espère l'année prochaine monter sur la 1re. Et voilà, c'est fait. Josiane Bost est montée aujourd'hui sur la 1re marche. Elle est championne du monde et il faut dire quand même que du championnat de Bourgogne cycliste au championnat du monde à Caracas, cela fait un sacré beau parcours d'accompli. Cette victoire d'une Française dans le championnat du monde sur route préfigure-t-elle donc le résultat de demain chez les hommes? Je ne me hasarderai pas à le dire ce soir. Une chose est cependant certaine, si Bernard Hinault est le favori logique des Français, certains de nos confrères italiens et même belges n'hésitent pas à voir en lui le rival le plus dangereux de Freddy Mertens et même du roi Eddy Merckx. Bernard Hinault. Il est, semble-t-il, aujourd'hui le Français le plus qualifié pour convoiter le titre mondial. Que ce soit chez lui, sous le regard admiratif d'une Bretonne, ou tout récemment autour du Limousin, Hinault a survolé les courses auxquelles il a participé. À la jeunesse, à la fraîcheur athlétique, il ajoute les talents de rouleur, d'attaquant, le sens de la course, l'esprit de décision, la rapidité d'exécution. Hinault non seulement est en forme, mais il sait comment l'épreuve va se dessiner. La course se dessine toujours pareil, hein. C'est toujours quand c'est la course des grands, comme on dit, puisqu'il n'y a que vraiment les super qui sont là. C'est une course de marquage quand même un petit peu, mais je crois que c'est quand même le plus fort qui gagne. Que l'expérience joue dans un championnat du monde. Oui, parce que je serai vraiment beaucoup plus décontracté. Et je sais à peu près comment se déroule un championnat du monde, à part une course piège, mais je ne crois pas que cette année, ça sera une course piège, ça sera comme les autres années. Les meilleurs se trouveront devant sur la fin. Avec Hinault, le capitaine de route au Venezuela sera Bernard Thévenet. Avec eux, la sélection comporte les noms de Michel Laurent et Francis Campaner, et également du jeune Bernard Vallée. Du solide Malouin, André Chalmel, poulain de Cyril Guimard, tout comme Jacques Bossis, vainqueur à Ploué et 2e récemment du Tour du Limousin. Le Manceau Roger Leger, d'une solidité à toute épreuve. Du Vendéen Roland Berland, excellent équipier. Et du sprinter Jacques Esclassan, suivi de Poulidor, sur qui les années n'ont pas de prise.
Poulidor est un garçon que je ne sélectionne pas parce qu'il s'appelle Poulidor, puis qu'on ne vienne pas me dire il a 41 ans. La plupart de ceux qui veulent parler de son âge sont précisément ceux qui ne sont pas capables de rester dans sa roue. Je sélectionne Poulidor parce qu'il est encore l'un des meilleurs Français et qu'il a prouvé, et j'insiste là-dessus, qu'il savait être un équipier modèle. Il suffit de demander à Jean-Pierre Danguillaume ce qui s'est passé en Belgique, à Ivoire, lorsque précisément Jean-Pierre a fait 3e. Moi, je suis assez grand garçon pour savoir si j'ai ma place ou si je n'ai pas ma place. Et jusqu'à présent, je juge que j'ai ma place. Eh bien, espérons que Poulidor effectivement aura sa place demain et espérons que ce sera la première sur le podium à Caracas pour ce championnat du monde de cyclisme sur route. Maurice Valode, monsieur Météo, je ne vais pas vous poser la colle. Quel temps fera-t-il demain à Caracas? Et je crois tout de même que c'est une grande journée qui va se produire demain avec les grands retours de vacances. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à un temps clément, plus clément qu'aujourd'hui, un peu plus chaud, un peu moins chaud? Quel temps demain? Pour demain, disons que les retours ne devraient pas être grandement affectés par les conditions météorologiques. En effet, elles sont en général assez bonnes. Le matin, quand même, il y aura un petit peu de pluie dans le nord-est, sur le Jura ainsi que sur le nord des Alpes. Il y aura également des brouillards sur la Normandie, les Pays de Loire, ainsi que sur le sud-ouest. Mais assez rapidement, dans la matinée, le soleil devrait apparaître sur toutes ces régions et donner un temps ensoleillé. Les températures seront quand même assez fraîches le matin, avec des baisses de l'ordre de 2 à 4 degrés par rapport à ce qu'elles étaient ce matin. Mais dans la journée, grâce à un ensoleillement relativement satisfaisant, les températures maximales devraient fréquemment dépasser 20 degrés, sauf bien sûr dans le midi où elles dépassaient déjà 28 à 30 degrés aujourd'hui. Alors si je vous comprends bien, pour les grands retours, pour les grands axes routiers, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pratiquement pas de pluie, mais des chaussées assez sèches, un peu partout en France en tous les cas. C'est cela, excepté donc un petit peu de brouillard le matin quand même, dans les vallées du sud-ouest, des Pays de la Loire jusqu'à la Normandie. Ce brouillard, on peut penser qu'il se dissipera vers quelle heure? Il devrait se dissiper dans la matinée, aux alentours de 8 à 10 heures. Entre 8 et 10 heures. Bon, je ne voudrais pas vous demander de jouer les pitis, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin, dépasser la journée de dimanche et voir un peu tout le mois de septembre? Certains ont annoncé un mois de septembre très beau, le plus beau mois de l'été, dit-on. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers un beau mois de septembre ou au contraire, est-ce qu'on va retrouver un mois de juin? Eh bien, disons que le mois de septembre se présente, si vous voulez, dans ses premiers jours, tout au moins pour ce que nous pouvons voir, c'est-à-dire 4 à 5 jours, comme étant soumis à l'influence d'un régime d'ouest, c'est-à-dire que les vents vont venir de l'ouest et il va y avoir le passage fréquent de zones de pluie. Par exemple, demain, une zone nuageuse et pluvieuse va commencer à intéresser l'extrême nord-ouest et gagner lundi les régions voisines de la Manche, de la frontière belge et de la Bretagne. Et puis ensuite, mardi, probablement, cette zone de pluie devrait se désagréger et entraîner une amélioration sur ces régions. On ne va pas plus loin? Nous n'allons pas plus loin, il faut mieux être prudent. Vous n'aimez pas faire de prévisions à très long terme. Le temps, en tous les cas, plus médiocre, bien sûr, cette année que l'an passé, mais c'était un peu à prévoir, on ne peut pas avoir 2 années exceptionnelles de suite, n'a pas tout au long de cet été donc enthousiasmé ni finalement les estivants, ni non plus les professionnels des vacances. Encore qu'il ne faille pas généraliser et que finalement dans beaucoup de régions, on ait eu à bénéficier d'un temps assez clément, sinon très beau, comme en Bretagne par exemple. Quoi qu'il en soit, les professionnels et pour les professionnels des vacances, le solde sera peut-être un peu négatif. On a finalement moins loué de villas, on a moins acheté de vêtements légers et aussi dans les restaurants, on a moins consommé de langoustes ou bien de fruits de mer. Mais il s'agit aussi, je crois, pour ces professions, des risques du métier. L'été se termine, les plages se vident et ici et là, déjà, les volets se ferment. Mais si les vacanciers pensent au prochain été, les commerçants, quant à eux, dressent le bilan d'une saison difficile. Un double bilan, en vérité. Car s'il convient de mesurer les effets du temps maussade sur la marche des affaires, il importe aussi de savoir si les habitudes de consommation des Français ne sont pas en train de changer. Parmi les premières victimes de la pluie, les hôteliers, bien sûr. Beaucoup, ils sont partis, ont même annulé leur réservation. Quand ils ont vu les mois de juin qui se présentaient, on a eu beaucoup de clients qui ont annulé la réservation. Cet hôtelier de la côte normande évalue à 20% le manque à gagner dû au retour anticipé. 20%, le chiffre est peut-être exagéré, d'autant qu'il apparaît que le tourisme de week-end tend à se développer. Et une belle arrière-saison pourrait en partie combler cette perte sèche. Les détaillants de prêt-à-porter, également très touchés par le mauvais temps, n'auront pas cette ressource. C'est pour cela que les soldes sont en avance et particulièrement importantes. Tous les ans, enfin, c'est des fins de série qu'on solde, tandis que là, on a soldé parce qu'on n'a pas vendu. Vous voyez, c'est la différence entre les deux soldes. On a liquidé un stock pendant du 15 juin jusqu'à maintenant, alors qu'on aurait dû solder des fins de série.
Les ventes d'articles de sport qui semblaient promises à un bel essor ont été considérablement freinées par cet été sans soleil. Les détaillants n'ont pas passé de commandes de réassortiment et les fabricants se retrouvent avec des stocks importants. Mais il est d'autres baisses de consommation qui n'ont rien à voir avec le mauvais temps. Ainsi, les ventes d'automobiles ont-elles baissé de 10%. On en vend actuellement 150 000 par mois, alors que le rythme mensuel était de 165 000 cet hiver. Pareillement, on enregistre un net tassement sur le marché de l'électroménager et de la télévision en couleur. La raison en est claire. Depuis le printemps, le pouvoir d'achat des salariés est quasiment stabilisé. Si bien que l'on peut se demander si cet été qui s'en va n'aura pas marqué un tournant dans nos modes de consommation. L'équipement ménager et l'automobile, qui depuis 15 ans tiraient notre économie en avant, semblent être un peu délaissés au profit par exemple de la lecture, du bricolage ou des activités de loisirs. Reste à savoir s'il s'agit d'une simple pause ou d'une modification en profondeur. La tenue des différents salons de l'automne apporteront les premiers éléments de réponse. L'affaire des 2 tueurs de l'Ardèche. Eh bien, la police se rapproche peu à peu des coupables et déjà l'un des tueurs aurait été identifié et même localisé approximativement. C'est en tout cas le témoignage d'un homme dont le nom est pour l'instant tenu secret par les policiers qui a, semble-t-il, fourni la clé de l'affaire aux enquêteurs. C'est dans ces voitures que le 25 août dernier, les 2 gangsters avaient abattu froidement un agriculteur et son fils. Auparavant, ils avaient grièvement blessé un gendarme après avoir commis un hold-up à Villefort en Lozère. Après la diffusion mercredi dernier des portraits robots, les enquêteurs ont entendu un témoin capital qui leur permet d'affirmer aujourd'hui que les 2 tueurs de l'Ardèche sont sur le point d'être identifiés. Reste qu'aucun mandat n'a été lancé. Ce qui est sûr, c'est que les 2 tueurs se sont arrêtés dans une communauté agricole de l'Ardèche, mais n'y ont pas séjourné. Il est difficile de dire l'aile qu'ils ont pu y trouver, mais son fondateur, Pierre Conti, qui selon la police est considéré comme un témoin important, a disparu depuis 4 jours avant que les forces de l'ordre n'investissent cette communauté. Voilà, vous venez de l'entendre, dans cette affaire, le nom d'un homme apparaît. Cet homme, c'est Pierre Conti. Il dirige donc une communauté de jeunes au Chélard, une petite bourgade en Ardèche. Pierre Conti a donc disparu depuis 4 jours. Alors, volontairement, avec les tueurs de l'Ardèche, ou involontairement, en otage peut-être, ce soir, je crois que personne ne le sait. Une seule chose est certaine, la police aimerait bien maintenant retrouver Pierre Conti. Il y a 6 mois, Daniel Cazal avait passé quelques jours dans cette communauté de Rochebesse au Chélard. L'occasion pour nous de faire la connaissance de Pierre Conti et de ses amis. Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche, à plus de 1000 mètres, non loin du Gerbier de Jonc. Il y a 8 ans, en 1969, Rochebesse disparaissait sous les ronces et les genêts. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier. Puis Maïté et ses enfants, un peu plus tard Hélène et Jean-Philippe, Ben et Cathy, et enfin Bébert. Ils avaient une vingtaine d'années, ils sortaient de mai 68 qui les avait en quelque sorte révélés à eux-mêmes. Je crois qu'en fait, on a compris en ville, hein, on a dégusté quand même. Moi, j'y suis resté une vingtaine d'années. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Travailler à la chaîne, c'est pas forcément agréable non plus. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je pense aussi. Hein. Je pense qu'on est agriculteurs, si vous voulez. On est agriculteurs, éleveurs, on aime les bêtes, on aime le travail qu'on fait. Si j'aimais travailler en usine, j'y serais resté, c'est tout. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette terre, ici? La vie, tout simplement. Tout simplement la vie. Ça nous fait vivre, ça fait vivre nos bêtes. On s'y retrouve, on a un équilibre à travers ça. Ça nous donne des forces, quoi. C'est à l'occasion de ce reportage que j'ai rencontré Pierre Conti il y a quelques mois. J'ai vu un garçon qui s'était réalisé dans la nouvelle voie qu'il avait choisie, après avoir rejeté la vie à l'usine qu'il avait connue avant mai 68. Conti, c'est une sorte d'anarchiste, de marginal. Il vit différemment, et s'il n'est pas intégré, c'est parce que vivre différemment, là-bas en Ardèche, est mal accepté, mal vu. Par exemple, dans l'affaire de Rochebesse, la justice lui a donné tort et a rendu un arrêt d'expulsion pour occupation de terre sans droit ni titre. Mais à la limite, Pierre Conti se moque de ce que pense la justice. En revanche, si on veut l'expulser, alors là, il ne se laissera pas faire. Voilà qui est Pierre Conti. Aujourd'hui, son nom est prononcé dans l'affaire des tueurs de l'Ardèche.
Bien sûr, son tempérament le pousserait à être, comme Georges Brassens, du côté des voleurs de pommes. Seulement, cette fois-ci, les voleurs de pommes sont de dangereux gangsters. Rien ne permet cependant de mêler Pierre Conti à cette affaire. Rien ne permet d'affirmer, par exemple, qu'il a hébergé les fuyards à Roche-Besse. En revanche, il y a des coïncidences pour le moins étranges. Et le départ de Pierre Conti de la communauté, il y a quelques jours, ne joue pas en sa faveur. Ultime note dans ce dossier, le tribunal au début de l'été s'est prononcé contre la communauté de Pierre Conti au Cheylard. Ce dernier et ses amis sont actuellement à la merci d'une expulsion demandée peut-être prochainement par les propriétaires des terres agricoles qu'ils exploitent sans en avoir le droit. En politique française, une seule information et qui concerne la gauche. René Andrieux, le rédacteur en chef de l'Humanité, commente aujourd'hui dans son journal les propos tenus hier par François Mitterrand au micro de France Inter. Ces propos, écrit René Andrieux, confirment l'existence de divergences sérieuses sur des problèmes importants, mais l'objectif du Parti communiste n'est pas, comme l'affirme François Mitterrand, de substituer au programme commun le programme communiste. Il faut donc, conclut René Andrieux, pousser plus loin la discussion pour dissiper les ambiguïtés et pallier les insuffisances. À l'étranger, le retour légèrement précipité, un peu 24 heures à l'avance, de M. Adolfo Suárez à Madrid était, semble-t-il, motivé par des problèmes au sein du principal parti politique espagnol, l'UCD. M. Suárez a rencontré ce matin le roi Juan Carlos. Cette entrevue pourrait permettre de ramener le calme au sein du gouvernement espagnol. Et puis, au Pakistan, l'ancien Premier ministre, M. Zulfikar Ali Bhutto, a été arrêté ce matin et incarcéré. Il est accusé de meurtre. M. Bhutto n'a donc plus, finalement, aucune chance de revenir au pouvoir à l'occasion des prochaines élections législatives pakistanaises. Ces élections, prévues pour le 18 octobre, pourraient d'ailleurs bien être repoussées à une date ultérieure sur décision de la junte militaire qui est actuellement au pouvoir à Islamabad. Monsieur Ricardo Bofill a-t-il le droit d'exercer la profession d'architecte en France? Jusqu'à présent, je crois que personne ne s'était posé la question et l'architecte catalan s'était vu ainsi confier avec deux de ses confrères français la réalisation de l'ensemble de l'opération des Halles à Paris. Ce n'est pas pour cette réalisation que Ricardo Bofill est attaqué, mais parce que, paraît-il, il aurait négligé de s'inscrire à l'ordre des architectes parisiens. Il faut dire que Ricardo Bofill est un architecte sans diplôme, entre parenthèses comme Le Corbusier, ce qui ne l'empêche pas de s'être fait connaître dans le monde entier pour ses réalisations. Alors, jalousie de confrères moins chanceux, je vous laisse le choix de la réponse. S'il fallait demander à un bâtiment de raconter un peu de la contestation catalane, c'est à celui-ci qu'il faudrait demander de le faire. 1968, pour résoudre la crise du logement, l'Espagne de Franco édifie des tours et des bars. À Barcelone, de jeunes architectes imaginent l'inimaginable. Pour répondre à la laideur qu'on leur propose, ils transforment en œuvre d'art le symbole même de la laideur bétonnée, une cimenterie. On a beaucoup démoli, on a fait un travail vraiment de sculpteur-démolisseur. Ça veut dire qu'on a été en train de démolir pendant une année pour essayer de dépouiller cette usine de ciment, pour essayer de la laisser et de la montrer à les spectateurs comme vraiment une œuvre d'art, que c'est ce qu'il est aujourd'hui. Provocation, défi esthétique, ce n'est pas faux, répond Ricardo Bofill, mais c'est aussi la recherche d'une inspiration nouvelle qui anime les architectes qui travaillent avec lui. Il leur faut puiser dans un univers qu'ils redécouvrent des idées de formes nouvelles et, comme ici, créer un cadre nouveau pour vivre notre temps. C'est une architecture qui nous donne énormément de leçons, cette architecture de cette usine. Énormément d'apprentissage dans les formes, dans les volumes, dans les couleurs, dans la façon de traiter. On peut apprendre énormément. Alors il y a un rapport entre cette nouvelle architecture et cette retransformation de l'architecture. C'est au fond le problème des villes. Je crois que l'architecture, c'est la mémoire de notre histoire. Et qu'on est en Europe, on a plein de villes anciennes qu'il faut savoir garder et réutiliser. Il y a des monuments, il y a des rues, il y a des places, il y a des ensembles qu'il faut savoir traiter d'une autre façon, avec sensibilité. Mais une usine de ciment, ça n'a aucun intérêt. Oui, parce que c'est le cas le plus
loin le plus difficile. Alors imaginez-vous à Paris, par exemple, ces exemples magnifiques que vous avez, comme la gare d'Orsay, comme les grands palais, comme les églises, ou comme des quartiers. Comment ils pourraient être traités d'une autre façon par rapport à notre vie moderne et avec une sensibilité de notre époque? Ça serait magnifique, ça serait exaltant pour tout le monde. Oui, il y a des usines qu'on aimerait bien voir en France, plutôt que du côté de Barcelone, je crois. Retour au sport avec une soirée de football hier particulièrement chargée, prolixe même, en but. Une surprise, la première défaite après 5 victoires de Monaco et sur son terrain. En conséquence, c'est Nice, toujours en forme au début du championnat, qui s'est emparé hier soir de la première place. Et puis en queue de classement, 2 clubs, Metz et Reims. Reims qui décidément ne s'est pas encore remis du départ de son canonnier, l'Argentin Carlos Bianchi, un stade de Reims qui n'a marqué que 3 buts en 6 rencontres, pendant que son gardien allait 11 fois rechercher la balle au fond des filets. Et nous commencerons par Monaco-Marseille. Monaco, en rouge, avait pourtant bien débuté. Un sample de François, une tête de Noguez, 1-0. On jouait depuis un quart d'heure. Mais les Marseillais allaient contre-attaquer sur ce corner. Une première tête de Wachine, deuxième de Berdol. C'est l'égalisation. Monaco continue d'attaquer. Finalement, d'Alger va surprendre Mijon. 2-1. C'est la marque à la mi-temps pour les Monégasques. En deuxième mi-temps, les Marseillais vont rater un pénalty. On croit que leurs chances sont terminées. Et pourtant, Berdol égalise à la 78e minute. Et c'est Linderoth qui va donner la victoire à Marseille à la 86e minute. Un très bon succès marseillais qui relance l'équipe phocéenne. Mais Monaco a quand même 5 victoires consécutives à son actif. Nice en rouge a été très brillant contre Bordeaux. Et d'entrée, dès la 4e minute, c'est Biekovic qui marque le premier but pour les Niçois. Qui vont continuer. Biekovic va déborder, va servir remarquablement Guillou, qui de l'extérieur du pied marque le deuxième but pour Nice. On joue depuis 14 minutes. Les Bordelais vont répliquer sur cette belle action. C'est Giresse qui réduit la marque à 2-1. 45e minute, sur le coup d'envoi, Guillou lance Biekovic, encore lui, qui trompe Bergerot. 3-1 pour les Niçois, c'est la mi-temps. Deuxième mi-temps, 46e minute, un premier centre de Ferragé qui reprend ce ballon, qui le donne sur la tête de Ferry, 3-2. On croit les Bordelais relancés et finalement, ce sont les Niçois qui vont repartir grâce à ce bon travail de Toko qui donne à Biekovic. 4-2 pour les Niçois qui marqueront un 5e but par Jouve et c'est à la 87e minute seulement que Ferragé marquera le 3e but pour Bordeaux. Il faut s'y retrouver entre tous ces buts, il y en a eu quand même beaucoup hier, 46. Pour terminer, je vous propose, puisque nous sommes samedi, une page cinéma. Sur les écrans français, le nouveau film de Woody Allen sortira la semaine prochaine. Ce nouveau film, eh bien, il s'appelle Annie Hall. Un film comique, bien sûr, parce que c'est du Woody Allen, mais aussi autre chose. L'histoire d'une rencontre et d'une séparation, d'une rupture, jouée au cinéma par des personnages qui ont vraiment connu cette réalité. Woody Allen et son ex-compagne Diane Keaton. Ce film sera présenté demain en ouverture du Festival de Deauville. Alors je vous en propose 2 petites minutes. Hi. Hi. Oh, hi. Hi. Well, bye. You play very well. Oh, yeah? So do you. Oh, God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, God, Annie. Well, oh, well. La-di-da, la-di-da, la-la, yeah. You want a lift? Oh, why? You got a car? No, I was going to take a cab. Oh, no, I have a car. You have a car? So, I don't understand. If you have a car, so then why did you say, do you have a car, like you wanted a lift? I don't know. I wasn't... I got this VW out there. What a jerk, yeah. Would you like a lift? Sure. Which way are you going? Me? Downtown. I'm going uptown. Oh, well, you know, I'm going uptown, too. No, wait a minute, you just said you were going downtown. Yeah, well, but I can... I'm sorry. I can go uptown, too. I live uptown, but what the hell? I mean, it'd be nice having company, you know? I mean, I hate driving alone. Yeah?
So how long do you know Janet? Where do you know her from? Oh, I'm in her acting class. Oh, you're an actress. Well, I do commercials, sort of, you know. One amongst the road. Yeah. Well, you're not from New York, right? Chippewa Falls, Right. Where? Wisconsin. You're driving a tad rapidly. Yeah, don't worry, I'm a very good driver. I'm good. So listen, hey, you want some gum anyway? No thanks. Oh, Hey, where don't is do it? that. No. Would you watch the road? I'll get it. Okay. Okay. All right. I'll get your piece. Yeah, so listen, you drive? Do I drive? No, I got a problem with driving. Oh, you do? Yeah, I got a license, but I have too much hostility. Oh, right. That's It's a nice car. Keep it nice. Can I ask you, is this a sandwich? Huh? Oh, yeah. Annie Hall, le dernier film de Woody Allen. Ce journal est maintenant terminé, en fin de programme, c'est-à-dire aux alentours de 23h30. C'est Bernard Rapp qui vous donnera les dernières informations de ce samedi. Dernier jour, je crois, de vacances pour beaucoup d'entre vous, en attendant la route de demain. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée avec le commissaire Maigret. Bonsoir.